Aujourd'hui, ce qui me prend le plus de temps, c'est de produire des supports de présentation sous forme PowerPoint, par exemple. Quand tu as 1000 PDF à analyser et ainsi de suite, tout le temps la même démarche, bon, c'est pas le plus... c'est chronophage. Tout ce qui est administratif. En tant que commercial, j'ai une équipe commerciale, c'est de mettre les choses dans notre CRM, parce qu'on doit être sur le terrain, etc. Contrôle, analyse de données, cohérence, qualité des données, pour passer plus de temps sur l'analyse des données et la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter. Ouais. Bienvenue dans La Machine à retrouver le temps, le podcast de l'IA au quotidien, par Intel. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez remis une tâche à plus tard ? Écrire des mails répétitifs, prendre des notes en réunion et les résumer, faire la synthèse de documents pour un dossier, traduire des fichiers d'une langue à l'autre. La liste des tâches fastidieuses, chronophages, ne manque pas dans le quotidien des utilisateurs d'outils numériques, des tâches à la valeur ajoutée si limitée qu'elles ressemblent parfois à autant de corvées, des corvées numériques qu'un PC dopé à l'IA peut aujourd'hui accélérer, voire même parfois faire à votre place. La fin annoncée de ces corvées numériques, on en parle aujourd'hui avec vous, Aymeric Siméon, bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour vous êtes en charge du marketing gaming chez Intel. Merci d'être venu nous éclairer et nous redonner un peu d'espoir à nous, forçats du numérique. Parce qu'on est tous un peu des forçats du numérique. Oui, aujourd'hui, il faut quand même bien l'admettre, avec l'ensemble de mails qu'on peut avoir à traiter, les injonctions du « ah, il me le faut pour tout de suite », etc. C'est vrai qu'il y a parfois beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Et si on pouvait en gagner, ça serait quand même génial. On va y venir. Ensemble, je vous propose qu'on liste un peu les problèmes, mais aussi les solutions qui désormais peuvent aller avec. Bien entendu. Si on prend la pyramide de ces corvées en commençant par la plus chronophage, et même si évidemment tout le monde n'a pas les mêmes tâches au quotidien, les mêmes usages, tout à fait. La chose qui revient le plus souvent dans la conversation, c'est l'email. Ouais. Ah, je crois que c'est notre fléau. Non, mais il faut le dire, c'est notre plus grand fléau. On en reçoit des dizaines, voire des centaines parfois. Donc, il y a... Puis on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas dire non, j'arrête. Oui, c'est ça. Ça a un petit côté un peu addictif quand même. C'est un peu comme le chocolat. Quand on a envie d'arrêter, on s'y remet un peu. Non, ce qui est très bien avec l'IA, et notamment avec les PCIA, c'est qu'aujourd'hui, on a cette chance, même si on a loupé beaucoup de boucles d'emails, de prendre un mail un peu en cours et de demander à l'IA, résume-le-moi. Résume-moi tous les échanges. Et c'est vrai qu'il va y avoir une certaine aptitude à prendre les points saillants, les retirer, on va dire les extraire du mail, et de les lister, sous forme soit d'un texte très court, soit de bullet point, enfin voilà, de points, etc. Et on va en avoir finalement un peu la substantifique moelle, on va se retrouver avec quelque chose de tout à fait digeste, et on va pouvoir reprendre la conversation en cours, ce qui est quand même génial, et pouvoir mettre son petit grain de sel. Et c'est vachement pratique quand on rentre de vacances. Ça, c'est pas une projection dans l'avenir, ça existe déjà. Ça existe déjà. Avec des outils comme Copilot chez Microsoft. Tout à fait. Enfin, des outils en fait qui ont accès déjà localement à vos données. Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout se fait en local. Il y a rien qui est envoyé, vraiment. Voilà, l'IA va se contenter finalement de lire ce que vous pourriez mettre peut-être plusieurs minutes à lire. Elle le lit en une fraction de seconde ou presque. Elle est capable de vous le synthétiser. Aujourd'hui, on sait que en termes de lecture, mais surtout d'écriture, là où nous, on va mettre une minute à composer entre 40 et 60 mots, l'IA met quelques secondes à en composer 20 ou 30. Donc, ce qui est quand même un gain de temps phénoménal. Donc, dans la composition, mais enfin, surtout là, pour ce qui nous intéresse, le résumé, c'est vrai que c'est assez magique. Faut quand même avouer que c'est génial. On sait, le résumé, la synthèse, c'est une énorme force de ces moteurs d'IA. On a toujours quand même un peu la crainte d'être passé à côté de quelque chose, ou enfin, c'est une crainte, peut-être parce qu'on débute. Est-ce que c'est une crainte fondée ou pas ? Alors, oui, je pense qu'elle est fondée parce qu'effectivement, comme vous le disiez, on débute et puis on a toujours un peu cette défiance un peu face à la machine. On se dit, la machine ne peut pas être aussi bonne que l'humain. Alors, aujourd'hui, la machine n'est pas absolument exemple de défaut, comme nous. Donc, ça peut être bien quand même de temps en temps, même si on a un très bon résumé, très digeste, d'aller chercher un petit peu, de creuser un petit peu, de regarder dans les mails, juste regarder si on n'a pas loupé un petit point saillant, ou si elle-même, elle n'est pas passée à côté d'un point saillant qui pourrait passer complètement pour quelque chose d'anodin, finalement, et qui va nous intéresser. Donc, l'humain reste quand même une très forte composante de la sauce IA, mine de rien. Alors tout ça, c'est pour élaguer la masse des emails, la vague quotidienne des emails reçus, mais on oublie, ça permet aussi d'écrire des mails plus rapides, plus efficaces, plus corrects aussi. Tout à fait. C'est-à-dire de l'aide à la rédaction. Il y a même des outils qui vous proposent une sorte de coaching en temps réel sur ce que vous êtes en train d'écrire. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs... on va dire que on est sur des possibilités qui sont croissantes. Tous les jours, ou presque, il y a un petit peu plus d'IA qui se met dans tel ou tel programme. Alors, ça peut aller effectivement
vous allez saisir un mail ou un texte, un peu comme ça vous vient, vous jetez un peu les idées sur le papier, un peu voilà, la façon d'un journaliste pas très inspiré, hop. Et puis, vous pouvez demander à l'IA, tourne-le-moi plutôt en langage un petit peu soutenu, ou un style un peu plus poétique, ou dans mon style, parce que ça, elle est capable aussi d'analyser la manière dont vous écrivez, et peut-être de reproduire un texte d'une manière qui serait véritablement similaire à la vôtre, la manière dont vous construisez vos phrases, la syntaxe, etc., etc. Alors là encore, il faut que ça se passe en local. Donc il n'y a pas de peur, entre guillemets, à avoir. Je vais envoyer tout un tas de choses dans le cloud, je ne sais pas vraiment où, et puis est-ce que ça va resservir à quelqu'un ? Non. Aujourd'hui, avec les PCIA, ce type de traitement se fait en local. Parce que mine de rien, ça ne demande pas énormément de ressources non plus. Ça ne demande pas des calculs astronomiques. C'est juste de l'observation, digestion, et après, elle va reproduire. Voilà. Autre capacité presque magique, j'ai envie de dire, quand on la découvre, c'est que tout ce qu'on peut utiliser pour résumer, synthétiser ses mails, ça marche aussi pour les documents qu'on a stockés sur son ordinateur. Ouais, alors il y a une fonctionnalité que moi j'adore, c'est je range pas très bien mes affaires sur mon PC. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, malheureusement. C'est un club qui compte pas mal de membres. C'est ça, voilà, c'est ça. Je pense qu'on est plusieurs, effectivement. Mais anonyme. Une belle carte, voilà. Il y en a certains qui sont même platinum, hein, voilà. Voilà, typiquement, vous avez des photos. Alors au début, c'est marrant parce que il y a un petit peu au début, on range ça très religieusement, etc. Puis alors après, au fur et à mesure, il y en a tellement qui arrivent. On jette ça dans un dossier, on se dit, je rangerai plus tard. On finit avec 8000 fichiers dans son dossier téléchargement. C'est ça, voilà. Et on se dit, ah là là, mais comment je vais faire ? Et vous en cherchez une ou deux. Et vous avez possibilité, toujours en local, de dire à l'IA, voilà, votre assistant, alors je cherche une photo de, je sais pas moi, de ma sœur, et lors de nos vacances à la montagne, et c'était aux environs de 2022, par exemple. Et rien avec ces petites données-là, l'IA va scanner vos fichiers et va être capable de vous sortir les fichiers qui, selon elle, se rapprochent le plus de votre demande. Et encore une fois, là, il n'y a rien qui part ailleurs, c'est juste PC à PC, on regarde, elle regarde. C'est quand même beaucoup mieux qu'un moteur de recherche, inclus par exemple à Windows, où il va falloir que vous tapiez le nom du fichier à peu près pour vous en souvenir de tête. Vous ne vous souvenez pas, ça peut être un calvaire. Et c'est mieux qu'un moteur de recherche web, puisque là aussi, vous devez lui donner des mots-clés, et vous n'êtes jamais vraiment sûr. Enfin, la base de données est énorme, donc il va aller chercher des choses, sinon il n'y a rien à voir forcément avec ce que vous voulez. Alors que là, comme ça reste en local, vous limitez un peu les dégâts. Ça ne veut pas dire qu'elle sera exempte d'erreurs, ce qu'on disait tout à l'heure, mais elle arrive quand même à retrouver, presque de manière pertinente et vraiment pointue, ce que vous lui demandez à partir du moment où vous lui décrivez correctement. Ça marche aussi pour le travail, on peut faire des choses avec une logique un peu floue en disant ressors-moi les notes de réunion ou les mails ou les documents où on parlait de tel événement, tel produit, telle personne. C'est ça. C'est assez magique. C'est ça, sans avoir à ouvrir des tonnes et des tonnes de fichiers juste pour retrouver le bon. Ouais. Alors vous l'avez mentionné rapidement, mais la limite ici, évidemment, quand on est particulièrement en entreprise, c'est la confidentialité. Tout à fait. Compliqué d'aller envoyer ces documents dans le cloud pour les résumer, les traiter. D'ailleurs, c'est aujourd'hui régulièrement, souvent interdit par les politiques de confidentialité des entreprises. Tout à fait, parce que pour des questions de, comme vous disiez, pour d'excellentes raisons. Voilà, confidentialité, effectivement. Alors bon, on sait que il y a peut-être certaines personnes qui, de temps en temps, le font, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ont soit interdit tout simplement la pratique d'utiliser ce genre de logiciel, enfin de service. Et puis, il y a des entreprises qui se sont finalement un petit peu accaparé les ChatGPT-like, on va dire ça comme ça, et ont créé le leur, qui vont taper dans leur propre base de données. Donc, par exemple, chez Intel, on a le iGPT. Voilà. Et typiquement, c'est un assistant que vous avez en interne et qui ne sort pas de l'interne. Voilà, et ça vous permet d'aller de lui soumettre des requêtes et il va aller chercher dans nos bases de données tel document, telle présentation que vous cherchez, etc. Et vous n'avez pas et vous pouvez aussi lui demander de résumer les présentations, etc. sans avoir à finalement prendre le fichier, le mettre un petit peu dans une sauce publique, sans savoir vraiment où ça va, et vous dire aïe aïe aïe, j'espère qu'il n'y aura pas de souci. Sans avoir peur d'y perdre votre job.
Entre autres, oui, c'est ça. Alors, on l'entendait dans le micro-trottoir en introduction, beaucoup utilisent déjà ce genre d'outils, d'ailleurs en le disant ou pas à leur employeur, parce que C'est ça. c'est quand même bien pratique. Et ils s'aperçoivent du temps gagné dans l'affaire, voire même de la qualité de ce qu'ils produisent tout à coup. Est-ce que le danger, perçu en tout cas, c'est pas une certaine paresse ? Je crois comprendre le « fais ça à ma place, je vais aller faire autre chose ». On serait tenté. La tentation est forte. La tentation est très très forte. Non, je pense que très honnêtement, et je suis pas le seul, je pense à le dire, et je pense que c'est un peu dans comment dire, c'est un peu le bien commun. C'est que rien, c'est ce que je disais tout à l'heure, rien ne remplace finalement l'action humaine. C'est-à-dire que même si on est tenté de lui laisser faire les choses, l'IA n'est pas intelligente au sens où elle n'a pas de réflexion. Elle ne fait que s'abreuver, finalement s'imbiber et recracher, pour parler de façon un peu triviale. Donc, il faut quand même regarder ce qu'elle fait, il faut contrôler ce qu'elle fait, les textes qu'elle tape, etc. Même, prenez un exemple tout simple, vous lui faites générer une photo, de temps en temps, vous allez avoir de drôles de surprises. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple tout simple. J'avais besoin de créer une photo pour une présentation. Je lui ai dit... Voilà, je voudrais une photo où on voit des gens assis autour d'une table en train de regarder un PowerPoint affiché sur un écran. J'ai des pieds sur la table plutôt que d'avoir des mains. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que les gens sont les deux pieds sur la table. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut quand même faire attention. Alors l'image est sympa, mais pas à mettre dans toutes les présentations, bien évidemment. On n'en est pas encore à déléguer complètement la tâche en disant résume ces 12 documents et envoie-le à mon chef. Voilà, c'est ça. Il faut quand même regarder. On peut lui dire résume les 12 documents. Et on va jeter un œil. Absolument. Avant d'envoyer. Il y a des professions où ces outils changent tout déjà aujourd'hui. Alors, changer tout, je ne sais pas. Parce que, encore une fois, on le disait on disait en introduction, mais aide grandement, oui. Vous pouvez regarder, voilà, les exemples les plus typiques, on a tous plus ou moins les réseaux sociaux, on regarde tous des vidéos. Quand vous entendez des voix un peu mécaniques, robotiques, typiquement, ce sont des voix générées par l'IA. Ça vous évite d'avoir à enregistrer une voix off. Et de moins en moins mécanique et de moins en moins robotique. D'ailleurs, il y a des plus en plus crédibles. C'est ça, c'est même parfois assez troublant. Mais ça donne des petits coups de main. C'est des petits coups de pouce, des accélérateurs en fait. Ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez aussi lui soumettre très simplement un montage très rapide. Il y a des logiciels aujourd'hui qui vous permettent de le faire, en lui disant tu m'isoles simplement les plans où on me voit. Et l'algorithme va aller identifier où on voit juste la face cam et va couper tout le reste. Ça donne un coup de pouce, ça ne remplace pas, encore une fois. Je pensais aux développeurs. Ouais. Alors, pour le coup, c'est vrai que là, il y a un vrai intérêt, je pense, parce que ça permet à la fois de contrôler, alors pas dans le sens contrôle, voilà, mais de se rassurer, d'être sûr qu'on a bien fait les choses. Donc on peut demander à l'IA de vérifier ces lignes de code. Est-ce que j'ai rien oublié ? Est-ce que j'ai pas mangé une virgule au moment où j'ai tapé ma ligne de code, etc. Ça peut arriver, et ça peut éviter d'avoir, une fois qu'on a mis en production, de se rendre compte que rien ne marche, ce qui peut être un petit peu embêtant. Et surtout, je pense que ça aide aussi beaucoup de personnes à se mettre au code, parce qu'il y a toute cette religion du no-code qu'on appelle. Donc voilà, je ne sais pas forcément coder, mais je demande à l'IA de me sortir des lignes de code et de pouvoir les agréger. Je pense que ça peut être un bon outil, et encore une fois, utilitaire, pas, et d'enseignement, pas de remplacement. Voilà. On pense aussi évidemment aux créateurs de contenu. Ouais. Pour qui ça change pas mal de choses, pour qui ça pose pas mal de questions d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on disait. Alors ça permet d'aller plus vite. Est-ce que ça permet de s'y substituer aujourd'hui, voilà, entre les filtres, etc. Est-ce que demain on aura des vrais avatars numériques qui pourront prendre la place des créateurs de contenu à qui on pourra faire apparaître n'importe quoi ? Peut-être. C'est risqué, je pense. Maintenant, c'est vrai que techniquement, rien ne l'empêche. Maintenant, il faut savoir mettre aussi une barrière un peu déontologique, se dire, il y a des choses que je peux demander à l'IA de créer pour moi, et puis il y a des choses, il faut quand même que je garde la main dessus. Ou peut-être être transparent sur l'usage de l'IA quand on Tout à l'utilise. fait, et d'ailleurs sur les réseaux de plus en plus, voilà, a été créé grâce à l'IA. Voilà, c'est des petites mentions qu'on retrouve, et je trouve que c'est plutôt bien. En fait, il y a une honnêteté intellectuelle derrière. Tout à fait, on consacrera bientôt d'ailleurs un épisode entier à l'IA comme moteur de la créativité. On le disait dans le premier épisode avec Marie-Thierry, il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui ne savent pas à quel point ces outils peuvent les aider. Ça veut dire qu'il y a quand même une vraie courbe d'apprentissage. Oui, et je pense que cette courbe d'apprentissage, elle commence en fait à partir du moment où on va s'intéresser, on va vouloir se rééquiper, on va vouloir avoir un PC IA, parce que on sait que ça existe. On a peut-être vu fonctionner ça chez un ami, un proche, et on a trouvé quand même que c'était assez sympa pouvoir avoir cette espèce de super assistant qui vous aide. Et donc effectivement,
il y a encore un fort besoin, je pense, d'apprentissage, mais il faut montrer par l'usage. Et je pense que c'est vraiment, c'est rassurant d'une part, parce que voilà, on va vous montrer quelque chose que vous pouvez faire. C'est pas des formules magiques, on va dire ça comme ça. Et surtout, vous avez la possibilité vous-même d'essayer. Ouais. Et ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire que vous avez vu quelque chose, vous vous rendez en magasin ou peu importe, et vous avez la possibilité de regarder ce que ça donne un PCIA avec processeur Intel, de vous dire voilà, j'ai un condensé de puissance dans les mains, je peux faire tout ce que je faisais avec mon PC d'avant et plus encore. Et c'est le plus encore, je trouve, qui compte beaucoup. Ouais. Et puis en plus, ces nouvelles capacités de calcul, elles vont venir démultiplier ce que les logiciels vont lui apporter dans le temps. Tout à fait. Et puis ils vont venir même élaborer ou on va dire élargir même le spectre des logiciels. Ça va leur donner plus d'outils à leur caisse à outils qui, pour certains, ont déjà beaucoup de choses dont on ne se sert quasiment jamais. Très clairement. En tout cas, le futur est passionnant. Merci beaucoup, Aymeric Je vous en Siméon, prie, avec grand plaisir. d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes en charge du marketing gaming chez Intel France. Dans le prochain épisode de La Machine à retrouver le temps, on ira explorer le cœur de ces nouvelles puces et toute la technologie qui se trouve à l'intérieur. En attendant, vous pouvez évidemment retrouver cet épisode ainsi que tous ceux à venir sur votre plateforme de podcast habituelle, que l'on parle d'Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music et les autres, ainsi qu'en vidéo sur la page YouTube d'Intel. Merci beaucoup de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain épisode.